Vous êtes au bord de l'océan en cette fin de XXe siècle. Vous contemplez ce phare. Les rayons de lumière qu'il projette sur la nuit ne parviennent pas à percer l'obscurité profonde. Vous êtes là, face à l'inconnu, à tenter d'apercevoir ce que la mer peut recéler. Vous imaginez toutes sortes de choses qui vous attirent et à la fois vous terrifient. Cités englouties et monstres marins, gracieuses et menaçantes sirènes, archipel doré où la vie serait éternelle. 500 ans auparavant, les hommes en sont là, avec l'impression de vivre sur un disque de terre ferme, cerné par une mer océane ténébreuse, gelée au nord, brûlante au sud. Vous êtes encore nombreux à penser qu'au-delà des limites du monde connu, il n'y a qu'un abîme, que ceux d'en dessous marchent la tête en bas, que seules les étoiles se déplacent et que le ciel et la terre restent immobiles. Seuls les érudits, et cela depuis très longtemps, ont la conviction de la sphéricité de la Terre. Mais vous, qui n'êtes que boulanger à Séville, petite main de Lisbonne, souffleur de verre napolitain, forgeron ou paysan, ce que vous redoutez plus que toute autre chose, c'est le diable et l'enfer. Alors, accordez-moi un instant et laissez-moi vous conter quelques histoires sur votre avenir et votre passé. Nous sommes au XVe siècle et le centre du monde est Jérusalem. C'est ainsi que les cartes le décrivent. Vous lisez un exemplaire illustré du livre de Rustichello qui vous entraîne à Venise en 1271. Un jeune homme de 15 ans vient de s'embarquer sur une nef. Il accompagne son père et son oncle jusqu'en Chine. Il se nomme Marco Polo. Son voyage va durer 4 années à travers la Perse et l'Asie. Le voilà au palais de Kubilai et le grand Khan l'accueille avec faste. De la ville, il dit ceci. Sachez que point n'est au monde, cité où viennent tant de marchands, ni où arrivent quantité de choses aussi précieuses et de plus grande valeur. Marco Polo gagne la confiance de l'empereur. Il est nommé inspecteur général et parcourt l'Orient durant 22 ans au service du grand Khan, de l'Inde à Sumatra. De la mer de Chine, il dit ceci. Elle comporte 7448 îles, habitées pour la plupart. Et je puis vous affirmer que chaque arbre qui y pousse exhale un parfum puissant, joignant l'utile à l'agréable. On y trouve en outre une variété infinie d'épices précieuses, du poivre blanc comme neige et du poivre noir. L'or et les autres raretés que l'on y trouve sont vraiment merveilleuses. Voilà ce que convoite l'Europe de la Renaissance. Rois et reines du Portugal, d'Espagne et d'ailleurs, ce sont les richesses de l'Orient. L'or et l'épice. Le poivre, le safran, la cannelle, le clou de girofle, la noix de muscade. Venise est alors la seule en Europe à commercer avec l'Orient. Elle détient ce monopole grâce à la complaisance du monde musulman qui tolère sa présence à Alexandrie. Venise s'enrichit. Un cent de poivre acheté 3 ducats à Calicut aux Indes est vendu 80 ducats sur les comptoirs de Gênes ou de Lisbonne. Mais vous, gourmets du royaume de France ou de Castille, pourquoi payer une telle fortune pour du poivre? Bien sûr, vous ne mettez plus en doute ses qualités aphrodisiaques. Mais surtout, cette précieuse épice vous permet d'apprécier, si l'on peut dire, les viandes quelque peu faisandées de bêtes abattues dès l'automne, faute de fourrage pour les nourrir. Mais sur quel continent vivez-vous donc? Quels sont les sentiments qui vous animent en cette fin de XVe siècle? Vous, nobles ou gens du peuple, vous n'en avez pas encore conscience, mais vous entrez dans une ère nouvelle. Regardez bien autour de vous. Les villes s'agrandissent. Vous êtes plus de 200 000 à Naples et Séville, 300 000 à Paris. Bien sûr,
Et ils sont encore nombreux attachés à la terre. L'agriculture reste la première richesse de l'Europe. Mais les routes sont plus sûres qu'avant. Les échanges se multiplient et le commerce vous enrichit. Vous êtes clerc ou artisan, et une nouvelle classe sociale est en train de naître. La bourgeoisie s'impose entre la noblesse et le bas peuple. Mais le grand ménage, c'est dans vos têtes qu'il se fait. Vous êtes dans un siècle qui veut croire autrement. La religion baigne l'univers mental de tous. Elle rythme votre vie, du baptême jusqu'à la mort. Mais vous en avez assez de craindre démons et jugements implacables. Vous avez besoin d'une nouvelle relation à Dieu, plus directe et plus rassurante. S'ils sont nombreux encore à subir les vieux dogmes hérités du passé, vous découvrez chez les lettrés une nouvelle image de l'homme, dignitas hominis. S'ils sont plus nombreux encore, ceux dont la faim et l'instinct de survie tenaillent l'esprit, vous êtes Michel-Ange, épris de solitude orgueilleuse, accroché à votre échafaudage, au plafond de la chapelle Sixtine. Vous êtes compagnon de Luther, et vous vous embarquez avec lui vers l'inconnu d'un nouvel idéal. Vous avez soif de savoir, et vous êtes Léonard de Vinci. Vous relisez les anciens, vous vous passionnez pour la mécanique et la physique. Vous êtes l'homme de la Renaissance. Je m'emballe un peu, et le sablier a coulé un peu vite. Nous ne sommes encore qu'à la fin du XVe siècle. Et pour la plupart, votre esprit ne baigne pas encore dans un univers très cartésien. Convaincu de l'influence des astres sur votre destin et sur celui de l'humanité tout entière, vous et vos princes êtes très attachés aux rêves. Un siècle s'éteint et vos espoirs accompagnent le soleil vers l'ouest. Votre regard se porte vers le couchant, brillant d'un profond désir de découverte, plus fort encore que la crainte que vous inspire l'océan. La Méditerranée appartient au passé, verrouillée par le Grand Turc. L'avenir est atlantique. Elles sont dans l'océan entre le midi et le couchant, brillantes d'une lumière minérale au-dessus de l'obscur horizon. 4 fleuves y coulent dans une vallée de musc, entre des rives de perles et de rubis. Ce sont les îles Fortunées, Ophir et Brasil. Archipels mythiques hérités du passé. Partir à leur recherche, c'est vouloir réaliser l'impossible, entreprendre un voyage vertical vers un sanctuaire céleste. Les aborder, c'est recouvrer la condition divine, accéder à l'immortalité. Ce qui, pour ceux du Moyen-Âge, n'était que blasphème, est devenu pour vous croisade. Authentifiant ce qui n'était que légende, les cartographes eux-mêmes les situent sur leur atlas. Pline l'Ancien, géographe de l'Antiquité, avait déjà parlé de Taprobane. Marco Polo avait abordé les rivages de Cathay et de Cipango. Vous allez partir à la découverte d'un autre monde, un reflet du paradis, où le soleil est si puissant qu'il transforme la terre en or. Nous sommes à Gênes en octobre 1462. Un jeune adolescent court sur les quais, se frayant un chemin difficile, à travers la foule des marchands et des marins. Il s'arrête brusquement devant ce qu'il est déjà venu contempler si souvent. Pourtant, aujourd'hui, il observe différemment et le cœur battant la superbe caravelle accostée le long du quai. On vient de lui fêter ses 11 ans, mais c'est surtout la nouvelle de son futur embarquement en qualité de mousse qui le remplit de joie. Ce jeune Génois, comme tant d'autres, n'a pas résisté à l'attrait de la mer. Depuis longtemps déjà, il s'échappe du sombre atelier de tissage familial pour venir respirer l'air piquant et salé de la Méditerranée. Ses parents ont cédé. Le jeune Christophe Colomb sera marin. Mais à cette époque, c'est au Portugal que tout se joue. Lisbonne est l'endroit où il faut se trouver et bien sûr, vous y êtes installé en qualité de cartographe et vous profitez de la passion qui agite cette ville depuis près de 50 ans.
La fièvre de la découverte y brûle aussi bien dans l'esprit des souverains que dans ceux des simples marins. Pour ce travail, vous utilisez cadrans et astrolabes. Pour affiner l'atlas des anciens, vous vous plongez dans les récits de voyageurs et dans les rapports d'exploration. Vous bénéficiez de quelques entrées à la Junta dos Matemáticos, où quelques cosmographes et astrologues, confiés par Jean II, explorent l'univers dans les textes anciens et font les premiers pas, sans le savoir, dans ce qui sera l'astronomie. Barthélemy Colombo, un autre cartographe de votre connaissance, abrite chez lui depuis peu son frère aîné. On le dit rescapé d'un naufrage, ancien pilote au service d'un corsaire français. Eh oui, Christophe Colomb vient d'arriver à Lisbonne. Il va y passer 8 années. 8 années qui vont faire de ce marin confirmé de 25 ans un homme exalté, convaincu d'une mission divine. Celle d'assurer à la chrétienté la domination du monde. Ces 8 années consacrées à étudier et à naviguer vont enflammer son esprit. Il acquiert la conviction que l'on